Super. Alors bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On va passer une petite quarantaine de minutes ensemble pour vous parler d'analyse comportementale et de prise de décision. Olivier, qui aura l'occasion de se présenter, encore un grand merci d'être là. Alors, au programme aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de moi. On va parler également de prise de décision et notamment d'analyse comportementale dans cette prise de décision. Ces deux parties-là représenteront à peu près un tiers du temps. Ensuite, le retour d'expérience d'Olivier prendra également une autre tiers. Et puis, on aura le plaisir de vous laisser la parole pour répondre à l'ensemble de vos questions sur la dernière partie de ce temps passé ensemble. En ce qui me concerne, l'idée, donc pour ceux qui me connaissent moins, voilà, une de mes grandes caractéristiques, c'est la synergologie. La synergologie qui est cette discipline qui aide à analyser, décrypter et comprendre l'esprit humain grâce à la structure du langage corporel. L'idée, c'est que de manière bienveillante, en faisant le lien entre le verbal et le non-verbal, y compris dans le monde de l'entreprise, eh bien, on a la possibilité d'aider à la prise de décision. Parmi mes diplômes également, j'ai une licence de philosophie, ce qui m'amène sur une des parties qu'on verra un peu après dans le cadre du processus du monde de conseil, ce qui est un point important. Et puis, je commence actuellement également une recherche indépendante en psychologie, en philosophie autour de l'authenticité et du mensonge. Et voilà un petit peu les points importants qui nous concernent. Euh, pour ce moment passé ensemble, j'ai travaillé avec un certain nombre d'acteurs, comme vous le voyez ici, notamment des noms qui probablement vous parleront. Il a fallu faire une sélection. Voilà, Mazar, GMF notamment pour Covea, Maison Pierre, Sanofi également, dont on parlera probablement, avec Olivier par la suite. Voilà un petit peu en ce qui me concerne. Pour ce qui est des 3 étapes de la prise de décision sur lesquelles je peux intervenir, il y a tout d'abord la formation du jugement. L'idée étant de pouvoir travailler, on va voir un peu plus en détail, l'idée étant de pouvoir travailler sur voilà, la clarification d'un certain nombre de choses. Une fois que cette formation du jugement est la plus efficace possible, pouvoir passer sur du coup la prise de décision en tant que telle. Et une fois que cette prise de décision est faite, voir dans quelle mesure est-ce que en exécution, là également, je peux mettre mes compétences et mes outils à disposition. Pour rentrer un peu dans le détail, sur la partie formation du jugement, le but, c'est bien de faciliter et d'assainir les échanges. On parlait un petit peu de philosophie notamment. L'esprit critique, c'est un outil qu'on apprend à développer autant que possible. Je sais qu'il y a 2-3 philosophes parmi nous ce matin. L'idée, donc, en facilitant et en assainissant ces échanges, c'est de pouvoir, grâce à l'esprit critique, voilà, faire attention à tout un tas de biais qu'on peut avoir en tête, faire attention à tout un tas de, de choses qui peuvent nous impacter négativement et qui peuvent faire que, a posteriori, je pense que ça nous est tous arrivé, alors qu'on se dit, ah bah tiens, bien évidemment que maintenant que cette prise de décision est faite, si c'était à refaire, je ne comprends pas comment j'ai pu ne pas être suffisamment lucide pour passer à côté de cette grosse problématique que j'avais et enfin voilà, je ne sais pas comment est-ce que j'ai pu ne pas prendre le recul nécessaire pour prendre cette prise de décision, alors qu'en fait, c'était évident que ça nous mènerait plus ou moins dans le mur. Ça, c'est un des objectifs. Et l'idée, donc, en faisant le lien entre le verbal et non-verbal, eh bien, c'est de manière bienveillante de voir les points de rupture, de voir également les choses qui ne sont pas forcément dites pour plusieurs raisons. Le temps, par exemple, la relation avec quelqu'un en interne, par exemple. Et ça, en utilisant l'animation d'atelier, eh bien, on va pouvoir, en petits groupes et ou de manière individuelle, on va pouvoir faire émerger un certain nombre de choses pour pouvoir, là encore, éclairer et faciliter, puis ensuite assainir les différents échanges et avoir une formation du jugement qui soit la plus efficace possible. Une fois qu'on a passé ce temps de pré-décision, aider ensemble, travailler ensemble avec les consultants à la rédaction des diagnostics, c'est quelque chose qui est important. Et c'est une des parties du rendu que j'ai le plaisir de pouvoir faire. Sachant que, on le verra sur la partie décision en tant que telle, il y a une grosse partie, et puis Olivier nous en parlera un peu, analyse de soutenance d'appel d'offres, par exemple. Et dans ce cadre-là, l'analyse comportementale, dans le cadre d'une préparation de soutenance d'appel d'offres, peut permettre justement de voir dans quelle mesure, tiens, sur telle partie, parce qu'on n'a pas assez d'informations en tant que consultant, parce qu'on n'a pas assez d'informations, parce qu'il
on n'a pas assez de temps pour tout un tas de raisons, eh bien, on va renvoyer un message non verbal qui risque d'être perçu comme étant du manque de confiance ou voilà, peu importe ce que le client peut avoir en tête. Et l'idée, en se préparant et en ayant justement ce regard non verbal en amont du jour J, eh bien, ça permet également de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut agencer le cas échéant le discours et la présentation pour que ce soit voilà, le plus agréable pour, euh, pour les personnes qui soutiennent. Ensuite, sur la partie décision, il s'agit bien du coup de pouvoir préciser autant que possible les enjeux. La prise de décision, je ne connais pas vos niveaux de compétences et d'attrait pour ces différents sujets autour des biais cognitifs, autour du fonctionnement du cerveau. Moi, ce sont des sujets qui me passionnent. Et le fait est que lors de ces enjeux, eh bien, c'était déjà un peu le cas, mais d'un point de vue plus, comment dire, philosophique, esprit critique sur la formation du jugement. Là, dans la prise de décision, on est dans le dur, on est en train de se lancer, on est en train de soutenir, il y a une prise de décision à faire. On va beaucoup plus être de l'ordre de l'instantanéité du non-verbal. Et là encore, en mettant le lien entre le verbal et le non-verbal, parce qu'on sait maintenant expliquer ce qui se passe dans notre cerveau, eh bien, on voit que s'il y a des désaccords, s'il y a des choses incohérentes, eh bien, ça nous donne un horizon de sens quant au fait qu'il voilà, y a peut-être un sujet à creuser sur tel ou tel point. Et le rapport dont on va parler ensemble et dont Olivier probablement creusera un peu le travail qu'on a fait ensemble permet justement de servir de base à la discussion. Ces observations analytiques, donc ces observations comportementales, elles nous permettent de manière très factuelle de dire, bah tiens, à tel moment, tel protagoniste a dit ceci, son non-verbal a renvoyé ce que nous on appelle un item, a renvoyé telle image finalement, a renvoyé tel signal. En faisant le lien entre les deux, on s'aperçoit que ça va dans le même sens, ce qui traduit l'authenticité, ce qui traduit un message authentique, ou alors à l'inverse, ça va dans un autre sens. C'est ni bien ni pas bien, il ne s'agit pas de porter de jugement de valeur, mais l'idée, ça va être de se dire, ah bah tiens, puisqu'il y a une incohérence, puisqu'il y a une incongruence, est-ce que c'est parce que le client n'a pas donné assez d'informations? Comment est-ce qu'on va aller chercher cette information pour pouvoir faciliter ensuite les différents échanges? Et c'est l'objet du rapport d'analyse qui est fourni à la suite de cette partie. C'est de dire, pardon, bah tiens, voilà, à tel moment, on a analysé votre prestation, on a analysé tel rendez-vous, on s'est aperçu que Pierre a dit ceci, Jacqueline a dit cela, Pierre, quand il a dit ceci, comportementalement, on a vu cela, ça nous donne tel horizon de sens. Il faut pouvoir poser des questions pour être plus ou moins sûr de ce qui se passe. Jacqueline a dit ceci, il s'est passé cela, c'est authentique. Donc, si c'est un point qui est important pour vous, on peut en notant l'authenticité d'une certaine manière, comme on l'a fait avec Olivier, eh bien, on peut partir sur de bonnes bases, je dirais. Ensuite, une fois que ce processus de décision est passé, il reste ce qu'on appelle, enfin voilà, ce qui est un point important et ce qui peut entraîner un certain nombre de frictions, la partie exécution, la partie change, pour tout un tas de raisons, psychiques notamment, statutaires, je dirais également, liées à une position, liées à une compétition parfois, il y a des accords, avec un certain nombre de collaborateurs d'entreprise. Il peut y avoir des leviers, il peut y avoir des freins. Et l'idée, grâce à des techniques de négociation que j'ai appris d'anciens négociateurs du RAID, de docteurs en négociation, et puis également avec mon école de commerce il y a quelques années maintenant, eh bien l'idée, c'est voilà, avec cette neutralité qui est la mienne, avec cette façon d'aborder les choses au prisme de la psycho, la philo également, et du comportement, eh bien de pouvoir voir dans quelle mesure est-ce que les frottements sont plus ou moins authentiques, voir dans quelle mesure est-ce que les frottements se situent bien là où ils sont indiqués. Là encore, j'insiste sur le point, il ne s'agit pas de remettre en question l'intégrité, l'authenticité et ou surtout le côté manipulation de tel ou tel collaborateur, mais bien de se dire, bah, tiens, on a un contexte qui est celui qu'il est, on a une prise de décision qui est dans un laps de temps donné, il peut se passer plein de choses qui ne favorisent pas forcément le dialogue autant que possible. Et voilà, en ayant ce regard externe, en ayant ce regard comportemental, en ayant ce regard de négociateur, eh bien, l'idée, c'est bien de pouvoir justement lever ces différents freins pour ensuite passer à l'action et définir ensemble une stratégie d'influence et surtout la mettre en pratique de manière la plus efficace possible. Voilà, de manière assez rapide, l'idée c'est de favoriser l'échange au maximum. Donc voilà de manière assez rapide de ce que je pouvais vous dire en ce qui me concerne. Olivier, je vais pouvoir te passer la parole et on se retrouve en effet dans quelques minutes, dans un quart d'heure, 20 minutes en effet, pour pouvoir échanger avec vous et répondre à vos questions. Olivier, si c'est bon pour toi. C'est bon pour moi. Merci Louis et merci pour la confiance que tu m'accordes.
À tout l'auditoire, je vous prie de m'excuser par avance. J'ai préparé ça un peu rapidement et j'espère que je ne serai pas trop berlificoté. Excusez-moi par avance. Alors, la première question que vous devez certainement vous poser, c'est qui ce gars? C'est qui Olivier Stabovic? Donc, par politesse, je vais me présenter. Je ne vais pas vous dire qui je suis parce que je ne suis pas sûr. Je vais vous dire ce que j'aime et ce que j'aime me définit. Et, ça va vous aider un petit peu. Moi, j'aime bien comprendre comment ça marche, quel que soit le ça. Donc, ça peut être psychologique, physique, logique, sociologique, technologique. J'aime bien comprendre comment ça marche. J'aime bien ce qui pousse dans les interstices. J'aime bien les fleurs qui poussent dans les pavés. Et puis, j'aime bien les microcauses qui ont des effets géants. Ça, c'est quelque chose que je suis toujours en train de rechercher. Et puis, j'aime bien raconter des histoires. Alors, plutôt que raconter des histoires, j'aime bien rattacher ce qui nous arrive à la grande histoire, d'une façon générale. Donc, forcément, j'ai longtemps bossé dans le conseil parce que, avec ce que j'aime, c'était un métier qui m'allait bien. Transparence suivante, s'il te plaît, Louis. Voilà. Alors, je vais vous poser un peu le contexte quand même avant de parler de l'intervention de Louis sur les missions que j'ai pu mener. On est au début de l'an 2000. Je fais une mission chez un grand de la grande distribution et j'ai face à moi le directeur informatique. Il a tout un écosystème de partenaires, de prestataires avec qui il travaille. Et il me raconte cette histoire. Ils ont fait bosser les meilleurs cabinets, ils ont fait des appels d'offres absolument structurés, ils ont fait des contrats extrêmement précis. Alors attendez, je vais cacher non, je ne sais pas comment on cache le truc qui me trouble un peu quand je reçois des messages. Bon. Hop. Et donc, il a fait bosser les meilleurs cabinets et ils ont des contrats avec leurs prestataires où ils ont tout prévu, mais tout avec un grand T. Et il le dit lui-même, hein, il dit on était ça avec pas mal d'arrogance. On disait aux gens, on a tout prévu, on est les champions du contrat, donc qu'est-ce qui pourrait arriver? Et un jour, un samedi, il y a une panne. On est samedi, donc, comme je l'ai dit, il y a une panne et il n'y a plus une seule caisse qui fonctionne en France. Est-ce que vous imaginez ce que ça peut représenter pour quelqu'un de la grande distrib? Et là, il me fait un geste, il prend le contrat et il dit il me restait un contrat pour pleurer. Suivante, s'il te plaît, Louis. Hop. Et alors, pour moi, ça a été libérateur, hein, cette information. J'étais consultant, j'appliquais les grilles de tout le monde et ça a été extrêmement libérateur. Il avait bossé avec les meilleurs et il avait bossé sur des démarches qui étaient anciennes et qui étaient éprouvées. 2 questions, anciennes depuis combien de temps et éprouvées par qui et sur quoi? Et c'est là où je commençais à me poser une question qui était si je devais choisir un partenaire pour un grand voyage, dans lequel il y a plein d'imprévus. Parce que vous savez, la vie, vous avez beau tout contractualiser, il y a toujours plein d'imprévus, il y a toujours un truc qu'on n'a pas prévu. Comment est-ce que je ferais pour choisir, pour décider avec qui je partirais? Si je me permets une petite analogie, vous devez partir 6 mois dans l'Antarctique. Vous choisissez qui comme skipper? C'est quelqu'un qui sait naviguer? Vous choisissez quelqu'un qui a les mains chaudes? Parce qu'il va faire froid, donc quelqu'un qui a les mains chaudes, ça peut aider. Comment est-ce qu'on le choisit, ce skipper-là? Oui, vous imaginez bien, il y a des questions de compétences. Et on peut mettre toutes ces compétences dans des grilles et puis mettre une note, etc., avec une question annexe qui est comment noter, mais ça, c'est un autre sujet. Mais il y a aussi une question d'affinité, de confiance. Et quand je présentais mon offre à la responsable de la communication de ma boîte, elle me disait, on dirait une application de dating, en fait. C'est comment on date, qui est-ce qu'on choisit. Quand on choisit quelqu'un ou quand quelqu'un nous choisit, c'est rarement une question de taille ou de couleur des yeux. Il y a quand même aussi des critères. Hein. Si vous êtes roots, que vous aimez vivre dans la nature et passer des vacances vraiment très simples, ce qui est mon cas, mais si vous êtes avec quelqu'un qui aime les Club Med 5 tridents, ça ne va pas bien se passer. Donc il y a des critères, mais il n'y a pas que ça. Il y a autre chose, et c'était là qu'était toute la démarche que j'ai construite et qui a permis de travailler pendant une quinzaine d'années. Suivante. Alors, j'ai commencé à travailler sur cette démarche dans une petite SS2I, puis dans une grande SS2I, puis finalement j'ai rejoint un petit cabinet où on était 6 au départ, dont 2 fondateurs et 2 alternants.
Et j'étais le porteur de l'offre, j'étais le commercial, le manager, le consultant et l'alternant. Et là, j'ai dû inventer. J'ai dû inventer pour deux raisons. La première, c'est comment utiliser des démarches et des approches qui ont prouvé qu'elles ne marchaient pas. Il y a un moment où répéter quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a un moment, ça donne les mêmes résultats, ça ne fonctionne pas. Donc, premièrement, ça a été de réfléchir, ça a innové sur une approche un peu plus rationnelle. Et deuxièmement, quand vous êtes un petit cabinet, qu'on ne vous connaît pas, que vous n'avez aucune empreinte sur le marché, si vous faites comme les autres, pourquoi vous prendre vous alors que les autres sont plus gros, font ça depuis plus longtemps? Donc, j'ai dû innover. Et autant au départ, j'ai innové dans ma démarche, autant quand le cabinet a grossi, un moment où on était une cinquantaine à faire ça, ma préoccupation, c'était d'innover et c'était d'avoir 2 missions d'avance. Je voulais avoir 2 micro-innovations par rapport à la concurrence, 2 micro-innovations réalisées, intégrées, que je pouvais illustrer par rapport à la concurrence. Et ça, c'était mon. Et donc, je passais mon temps à faire ça, ou une partie de mon temps, à rencontrer des gens pour essayer de voir comment je pouvais travailler avec eux. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Louis Augustin. C'était un hasard heureux. On s'est rencontrés et j'ai dit ce que tu fais là, il va pouvoir nous servir. Suivant. Alors, innover, c'est souvent trouver une réponse à un problème. Alors, je me suis souvent servi de Tintin comme source d'inspiration. Là, il y a 3 personnages, je ne vais pas mettre Milou. Le personnage de Tintin, Tintin, c'est le client, c'est le décideur, il doit prendre une décision. Il y a le personnage de Hippolyte Calice, qui est moi-même, je dois convaincre Tintin de prendre une décision. Et puis, il y a l'assistant, là, on peut dire que c'est Louis Augustin qui m'a pas mal aidé, mais il y avait toute une équipe de consultants sur le sujet. L'approche qui consiste à faire un appel d'offres et à choisir, elle est longue, parce que j'ai vraiment croyance dans le fait qu'il faut prendre le temps de la réflexion. Elle est longue, elle est collaborative, parce que j'ai aussi beaucoup de croyances envers l'intelligence collaborative, et elle va donner des résultats. Certains sont tangibles, donc dans mon approche, on a une grille Excel avec 100 critères répartis sur 10 familles, donc on a tout le truc de l'ingénieur et du cerveau gauche qui est là. Ça aide à prendre des décisions, et puis ça fait sérieux, ça fait sérieux. Et puis, on a toute l'affinité qui est le résultat de l'expérience des consultants et qui est le résultat aussi du gut feeling des participants. Et cette affinité, ce gut feeling, il n'est pas fiable à 100%. Et croyez-en, mon expérience, c'est pas fiable à 100%, mais c'est pas beaucoup moins fiable que la grille avec 100 critères. Voilà, on arrive à les reprendre. Mais quand on va passer devant le grand manager, donc comment le convaincre alors qu'on a une partie de ces critères qui sont importants, qui ne sont pas tangibles? On a une émotion. Ces critères, ce ressenti se traduit par une émotion, et on a appris à l'école depuis tout petit qu'il ne fallait pas faire confiance à ces émotions. La colère n'est pas bonne conseillère. Ouais. Bon, on a appris ça, on a été dressé à ça. Et c'est là que vraiment j'avais besoin, moi, au contraire, de faire confiance à cette émotion, la traduire, pas forcément l'écouter telle quelle, mais la traduire et en faire un argument dans le choix. Et c'est là que Louis Augustin forcément intervenait. Page suivante. Donc le cas concret sur lequel il est intervenu, c'est un gros appel d'offres. Un gros appel d'offres de transformation. C'est-à-dire que, et c'était dans l'informatique, donc pour le client en question, ce qu'il allait faire, il avait besoin de changer parce que ça ne marchait pas bien. Mais si ça ne marchait pas bien après, il y avait vraiment des dégâts. Il fallait que ça fonctionne, sinon l'entreprise était en jeu. On est un peu dans la même idée que les caisses. Les caisses dans mon premier cas. Louis Augustin est intervenu tout au long d'une partie de ce processus. On n'a pas voulu qu'il intervienne en amont parce qu'on voulait qu'il conserve une certaine fraîcheur et qu'il ne soit pas pollué par tous nos a priori qu'on est en train de se constituer. Donc, on lui a demandé d'intervenir sur la phase orale de cet appel d'offres, c'est-à-dire les soutenances. Il est intervenu dans les préparations de soutenances, dans les soutenances et dans les débriefs. Juste avant, on avait clarifié son rôle auprès du client, auprès des gens qui participaient à cette soutenance, et on avait également demandé un accord verbal à l'ensemble des fournisseurs parce qu'on avait un rôle qui n'était pas habituel, quelqu'un qui était censé décoder leur comportement. Alors vous imaginez bien, moi j'ai fait 200
appels d'offres dans ma vie, 5 soutenances à chaque fois. Il y a un moment où je les décode, mais officiellement, je ne décode pas. Donc là, on avait un rôle officiel et on avait un petit peu peur de faire peur. Clairement, on a obtenu ce qu'on désirait. Il a clairement su formaliser le ressenti du groupe. Et on a pu étayer à la fois par des mots, mais bon, on sait écrire, et surtout par des faits. C'est-à-dire qu'il a pu décrire les situations de façon précise et traduire ça comme des faits. Ça nous a grandement facilité le travail quant au choix, surtout quand on devenait formel et surtout quand, vu le montant qui était engagé, c'était le vice-président de la société qui faisait la décision. C'était un vice-président qui ne connaissait rien à l'informatique et il avait besoin, effectivement, d'avoir un certain nombre de faits pour décider. Et notamment, il y a un des exemples qui, pour moi, est extrêmement parlant sur la valeur de ce qu'il nous a pu apporter, c'est qu'on avait un de ces prestataires qui était un peu acculé, qui se sentait obligé de gagner l'appel d'offres. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a survendu et il a extrêmement baissé son prix. Et ça s'appelle un piège. Ça s'appelle un piège parce que je suis vice-président et vous me dites que l'un, il est mieux et il est moins cher. Ma question, c'est pourquoi vous ne choisissez pas? Et si vous me dites, parce qu'on n'a pas confiance, je vous dis, vous êtes gentil, mais la boîte, elle est cotée au CAC 40, elle fait 13 milliards de chiffre d'affaires, elle fait 1 milliard de résultats, et vous êtes en train de me dire, vous, là, du haut de vos 2 heures de soutenance, qu'elle n'est pas capable de délivrer. C'est un piège, c'était vraiment piégeant. Ce qui a été intéressant dans le retour, et là, le retour de Louis, il était assez fabuleux parce que le geste de ce fournisseur, ce saut dans le vide, avec l'énergie du désespoir, pour nous, c'était du ressenti. Pour lui, c'était un ensemble de gestes très précis et de choses qui se voyaient, et qui se voyaient très clairement. Et il a pu formaliser ça. Et bon, on a raccroché sa formalisation à des faits qu'on avait, et on a pu éliminer assez rapidement ce perturbateur qui était le mieux et le moins cher, mais qui mentait, ou qui exagérait, on va dire, ou qui en tout cas n'avait pas confiance dans ce qu'il proposait. Et rien que pour ça, si c'était à refaire, effectivement, je le referais pour ne pas tomber dans ce piège. Il me reste une page. Voilà. Si c'était à refaire, comme je l'ai dit, oui, je le referais. Je ne changerais pas grand-chose à la prestation. Notamment, le livrable d'analyse du comportement était extrêmement riche. Vraiment, l'analyse des gestes et de l'interprétation de ces gestes-là, et de la supposition, de le rattacher au fond de la prestation était extrêmement riche et était extrêmement aidant. Et c'est presque la synthèse que nous a fait lui Augustin, on l'avait donnée telle quelle dans l'executive summary, dans les 3 pages de l'executive summary, et ça avait été lu avec gourmandise. Il avait adoré. Et qu'est-ce que je changerais peut-être un petit peu? Je ferais peut-être un petit peu plus de sensibilisation. Les gens, certaines personnes ont pu assimiler lui à un mentaliste. Et donc, on avait des gens qui avaient vraiment peur qu'ils lisent dans leurs pensées. Donc, on avait une femme, par exemple, qui est restée comme ça pendant 2 heures de peur qu'il soit capable de lire le code de sa carte bleue et qu'il lui vole. Donc, c'était vraiment ça. Je pense qu'on passerait une demi-journée à faire de la sensibilisation. On ferait un cours pour 2 raisons. D'abord, leur faire un peu moins peur. Et 2, c'est bien de comprendre que les comportements ont une importance dans ces sujets-là et que l'humain a une grande partie. Et idem, sur le rapport, on ajouterait peut-être 2-3 pages de sensibilisation pour que les personnes ne le lisent pas tel quel, comme si c'était un décodage de secret, mais comprennent vraiment l'importance. Et en dernier, je pense qu'à l'époque, on a un peu sous-utilisé Louis. C'est-à-dire on était focalisé sur le fond et sur la forme, tandis que lui était très focalisé sur la forme. C'est une question d'habitude. Et je pense que si on devait le refaire, on distribuerait les rôles un petit peu différemment, ce qui permettrait à certains de mes collaborateurs et à certains des participants côté client vraiment de pouvoir se focaliser sur le fond, d'écouter ce qui se dit, d'aller creuser et de se dire la façon dont ils le disent, et si j'ai pas confiance en eux, j'ai quelqu'un qui est intégralement dédié à cette partie-là.
Je vais vous remercier parce que là, je regarde mon chrono, il me reste 3 secondes. Et si vous avez des questions, ben, je serai avec plaisir pour y répondre. Voilà. Super, merci beaucoup Olivier. Timing parfait, 12h45, il nous reste un quart d'heure d'échange, c'est parfait. Un grand merci encore, j'en profite pour ta confiance. J'étais très content de faire ces différentes missions avec toi. Et en effet, place à l'échange, si ça va, à tout le monde. Vous pouvez, du coup, comme je vous le mettais dans le chat, éventuellement soit réactiver votre micro et prendre la parole directement, ou alors nous mettre un petit message sur LinkedIn, sur le chat, avec plaisir. Tac. Et en effet, en attendant que la première question peut-être arrive, pour rebondir sur ce que disait Olivier, c'est vrai que il y avait beaucoup d'enjeux. On s'est focalisé, comme je vous le disais, sur une des 3 parties du process. Je vois qu'on a une question. Et donc, du coup, il y a un environnement un Je peu peux global y répondre si tu que je vous ai souhaites. Oui. présenté. Avec plaisir, Olivier. Alors, pour les prestataires, j'ai passé un coup de fil. Je voulais rien d'écrit parce que j'avais un peu peur. Vous savez, ils sont très frileux. Il y avait plusieurs dizaines de millions d'enjeux. C'était voilà. Donc, et ils sont extrêmement frileux à tous les. Déjà, quand il y a un consultant, ils n'aiment pas ça. Alors, s'il y a un consultant qui aide le consultant, c'est un drame. Je l'avais présenté comme un spécialiste du comportement. J'étais pas allé dans plus haut et je disais c'était pour nous aider, voilà, pour nous aider à, à rendre les ressentis plus formels parce que j'avais positif, il peut arriver, vous souffrez d'un certain ressenti négatif parce que vous bafouillez, etc. Ben, on voudrait décoder ce qui est lié au stress de la présentation de ce qui est au stress. Et c'est vrai que bon, ça avait été verbalement plutôt très bien accueilli. On avait même, à l'époque, j'animais un groupe d'échange de pratiques, enfin, un think tank, pour le dire en anglais, de tous ces prestataires-là. Et Louis Augustin était venu et présenter son approche un petit peu plus tard, et ça avait beaucoup plu. Ouais. Le cabinet qui avait été coincé aimait moins, le cabinet qui avait gagné trouvait ça génial, mais ça, c'est assez standard. Vis-à-vis de nos participants, c'est là où on a été un peu faible. On l'a présenté, on a pris le temps de le présenter aux dirigeants, aux décideurs. C'est pas qu'on a pris le temps, c'est qu'eux ont posé des questions, et comme ils ont posé des questions et qu'on les a vus, ben, on a eu le temps d'expliquer. Euh, il y avait en tout et pour tout une dizaine de participants, des gens qui venaient pour un micro-sujet. Et eux, je pense qu'on n'aura pas assez dit. Donc, ils ont vu Louis Augustin comme étant un mentaliste. Ils ont pensé à la série télé et ils se sont dit oulala, j'ai 50 ans, ça fait 40 ans que je fais des conneries, il va toutes les voir. Et ça a mis, un peu en porte-à-faux certaines personnes. Pour rebondir sur ce que tu disais, alors en effet, il faut surtout pas utiliser sa carte bleue à côté de moi parce que c'est grâce à ça que je suis riche. J'ai un nombre de codes de carte bleue et de copies de carte bleue incommensurable. Bien évidemment, petite parenthèse à part, le mentalisme, c'est de la magie. Ça n'existe, enfin, on lit dans la tête de personne. Et en effet, il y a aucun risque de ce côté-là. De mon expérience, la présentation la plus efficace en fonction du contexte, parce que je fais aussi pas mal d'analyses d'entretien. On fera probablement un autre workshop, un autre webinaire en faisant intervenir d'autres professionnels sur cette partie entretien. Et la question, bien évidemment, se pose en effet de comment me présenter. L'idée, de manière bienveillante, en effet, c'est d'axer le côté voilà, consultant externe sur une prise de décision, sur une partie RH, sachant que globalement, l'idée, parce que c'est fait d'une manière bienveillante, il y a pas ce côté surobservation, il n'y a pas ce côté un peu gênant ou malaisant de quelqu'un qui serait complètement concentré. Enfin voilà, tout ça se fait avec dans un contexte qui est clair et avec une observation qui est. Enfin, voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, il n'y a pas de mensonge, de bonne ou de mauvaise situation, et quand il y a une incohérence entre le verbal et le non-verbal, il n'y a pas de jugement derrière. Si c'est le cas, ça peut être pour plein de raisons. Et si on ne peut pas poser les questions,
pour savoir pourquoi, eh bien, on peut émettre que des horizons de sens, on peut émettre que des hypothèses, mais à aucun moment il s'agit de certitude. Et ce sur quoi Olivier nous a bien remonté son expérience, c'est au fait que ça serve, notamment dans le cadre de reporting, ça sert à partager, ça sert de document de partage et ça sert à partager ensuite un échange global avec les différentes parties en présence, le cas échéant. L'idée, du coup, sur les différentes phases aussi de processus, sur les 3 différentes phases de processus que je vous ai présentées, c'est de pouvoir partager une espèce d'expertise pour avoir une prise de décision en négociation. On dit que le décideur est toujours un mauvais négociateur. C'est probablement vrai pour les décideurs, c'est probablement vrai pour un certain nombre de parties prenantes. Et avec ce recul, avec cette bienveillance donc, avec ce côté externe, avec cette connaissance, compréhension de la communication un peu à 360 degrés, verbal, non verbal, l'idée c'est de pouvoir faciliter le recul, la prise de décision. Et puis parce que le non verbal et le verbal, du coup, une fois que c'est dit, les deux ne mentent pas d'une certaine manière, eh bien, on peut faciliter la communication grâce à ça. Je vois qu'il y a une autre question d'Oussama qui nous demande, pourriez-vous préciser les méthodes que vous utilisez, la valeur que cela apporte aux clients? Et ensuite, là, est-ce que tu participes au questionnement ou est-ce que tu es juste dans l'analyse comportementale? Olivier, est-ce que tu veux nous... Alors, les méthodes, je te laisserai répondre. On avait choisi de conserver en muet pour une raison très, très rationnelle. Nous, on allait interroger sur le fond. Quand on allait poser une question à un fournisseur, c'était quel est le modèle de delivery que vous allez utiliser dans telle ville pour assurer que la réponse soit faite en moins de 30 minutes. La réponse, on allait analyser aussi le fond. Par contre, le comportement lié à cette réponse, c'était ça qui intéressait Louis Augustin. C'est-à-dire que les questions, on ne s'imaginait pas Louis Augustin dire est-ce que vous avez confiance en votre prestation? D'abord parce que les gens allaient répondre oui. Et puis là, ça pouvait être un peu piégeux. Si je vous demande en gros, quelque part, je vous demande de mentir si vous n'êtes pas confiant. Donc, on est vraiment resté et on avait vraiment briefé. Mais ça, c'était dans l'approche qu'on avait, qui a été. Louis Augustin avait été la cerise sur le gâteau. Dans l'approche, on essayait vraiment de poser des questions qui ne sont pas pièges, qui sont des questions de fond sur lesquelles la personne répond sur du fond. Après, son comportement va traduire ou pas la confiance qu'il a dans sa réponse. Pour la petite histoire aussi, le prestataire engagé était. C'est un hasard, hein, c'est un hasard heureux. Mais celui qu'on avait le mieux noté sur le fond était aussi celui que Louis Augustin avait senti comme le plus en confiance. Le contrat a été signé. Comme d'habitude, il y avait 1 milliard d'imprévus. Ça a été cauchemardesque et ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que voilà, on est parti en Antarctique avec un skipper qui savait skipper. Il y a eu une météo pas prévue et il a su gérer. Donc, mine de rien, a posteriori, cette prestation a 3 ans maintenant, parce qu'il y a eu le Covid entre-temps, et c'est un sacré truc quand même. L'ajout de confiance que nous avait donné Louis Augustin a été validé par les faits. Merci Olivier. Pour compléter ce que tu dis, en fait, ça dépend des situations. Dans le cadre de ce qui nous a amené à travailler à plusieurs reprises avec Olivier, globalement, le contexte de plusieurs dizaines de personnes des deux côtés faisait que, en effet, et puis c'est comme ça qu'on avait en amont calé l'intervention. Me permettre de poser des questions, c'était pas forcément utile. Et dans ce cadre-là, en effet, je me suis contenté, puisque les questions aussi au préalable étaient assez pertinentes et qu'il y avait la possibilité de revenir, le cas échéant, dans le cadre des débriefs si besoin. Dans ce cadre-là, le questionnement était limité. Enfin, en l'occurrence, on en questionnait dans nos débriefs par la suite, mais à l'instant T de la soutenance, en effet, je ne posais pas de questions. Il y a d'autres circonstances, dans le cadre d'autres appels d'offres, dans le cadre d'autres analyses de rendez-vous divers et variés, où là, en effet, on a calé en amont, parce qu'on est moins nombreux, pour tout un tas de raisons, le fait que je puisse intervenir, et auquel cas, en effet, ça peut m'arriver de participer aux questions. Ensuite, les différentes méthodes utilisées. Sur la phase plutôt en amont, je parlais pas mal d'esprit critique, pas mal de fonctionnement du cerveau, de biais cognitifs, etc. En effet, on est sur quelque chose de peut-être plus philosophique, au sens challenger le fond du besoin, le fond de la problématique pour mettre ça en forme. Sur la partie purement prise de décision, là, on va être sur de l'analyse comportementale pure et dure. Et sur la partie change, mise en place et exécution,
globalement, ce sera plutôt des techniques de négociation qui me permettront d'agir, sachant que ce qui fait aussi ma singularité, je dirais, c'est que ces différents outils sont à mettre au regard d'une passion pour la psychologie humaine, pour le comportement humain et la synergologie notamment, qui est assez forte. Donc globalement, à chaque niveau d'échange, même si dans le cadre de nos missions avec Olivier, le fait de ne pas poser de questions me permettait d'être complètement concentré sur l'observation et sur ce qui était dit. Là où, en effet, quand on intervient et qu'on pose des questions et où qu'on parle, la capacité d'observer est un peu diminuée, donc il faut avoir ça en tête. Mais globalement, que ce soit quand je négocie dans le cadre de situations, enfin voilà, dans le cadre de besoins pour des clients, que ce soit dans le cadre de réunions de travail pour la définition des enjeux et des problématiques, etc., j'ai toujours forcément aussi, surtout que ça fait des années que je le fais maintenant, j'ai toujours cette espèce d'élan et ces outils comportementaux qui me permettent en effet de voir dans quelle mesure, bah tiens, on pose telle question, je m'aperçois que tel client répond telle réponse, eh bah, parce que non-verbalement, il s'est passé ceci, cela. Peut-être qu'il n'a pas tout dit, peut-être qu'il ne s'est pas senti suffisamment à l'aise, peut-être qu'en reformulant la question différemment, en y revenant un peu plus tard, peut-être qu'on va l'amener à expliquer ce qui le gêne, le cas échéant. Et surtout, supposons que ce ne soit pas le cas, dans le cadre d'un débrief par la suite, on pourra avoir un point de vigilance ou pas quant au fait que sur l'entente dans une équipe, sur le tarif par exemple, sur la réelle motivation, le cas échéant, on est sur un score d'authenticité, pardon, qui est plutôt de 100 ou qui se rapproche, qui est rarement à 0, mais ou qui se rapproche plutôt de 0. Je vois qu'il nous reste quelques minutes pour éventuellement quelques questions. Avec plaisir. En tout cas, j'aime bien tes images, Olivier. On n'est jamais allé au pôle Nord tous les deux, mais ce sera peut-être l'occasion de manger un gâteau avec une belle cerise dessus aussi. Merci pour tes images parlantes. Il nous reste quelques minutes. En tout cas, l'idée, en attendant éventuellement d'autres questions, c'est que on sait expliquer maintenant pourquoi est-ce que notre non-verbal parle moins autant que notre verbal. Alors d'ailleurs, j'en profite pour casser un petit préjugé. Souvent, moi le premier à l'époque, on faisait référence à l'expérience du docteur Merabian, avec comme quoi, soi-disant, 93% de la communication serait essentiellement non-verbale. On n'en est pas dans ces ordres-là. C'est une étude qui a été faite uniquement sur des femmes, sur un tout petit échantillon. Donc non, la communication n'est pas essentiellement non-verbale. Le non-verbal a une place prépondérante. Qu'on soit en train de parler, et qu'on soit un émetteur bruyant ou qu'on soit en train d'observer, qu'on soit un émetteur silencieux, mais globalement, le verbal, en lien avec le non-verbal, et avec une posture externe, je crois que c'est assez important également, permet d'avoir pas mal de recul. Et puis en plus, ces 93%, c'était la communication de ses émotions. Donc, par exemple, si je dis j'habite boulevard Pereire, 100% de mon information est dans mon verbal. Par contre, mon émotion est peut-être beaucoup dans le non-verbal. Donc, c'est en plus, il enlevait le fond, hein, le scientifique en question dans la stat. Je l'ai relu récemment. Voilà. Non, mais en effet, pour plein de raisons, c'est vrai qu'on a l'habitude, notamment pour prêcher un peu notre paroisse, de dire que voilà, la communication est exclusivement non-verbale. Il n'en est rien. Voilà, globalement, c'est un échange qui est lié au contexte. Et c'est vrai que tout ça se prépare. Ce côté externe, ce côté observateur, ce côté indépendant permet de pouvoir avoir une vision des choses qui est probablement plus objective. Atteindre 100% d'objectivité, c'est à mon avis impossible, quels que soient les outils utilisés. Étant dit, maintenant, c'est assez bien que dans un contexte, la prise de décision humaine est globalement plutôt assez subjective. Et l'idée, c'est d'amener autant que possible le plus d'objectivité aux différentes prises de décision. Il nous reste techniquement 1 minute. Si vous avez une petite dernière question, c'est avec plaisir. En attendant, en effet, on vous remercie vivement. Merci encore à toi, Olivier. Avec plaisir. Tant mieux que ce retour d'expérience vous ait plu. L'idée, ce sera peut-être d'en refaire un certain nombre d'autres voilà, sur des sujets un peu différents, le recrutement peut-être, la négociation, le cas échéant, pourquoi pas d'autres rendez-vous. On reste disponible, je reste disponible avec plaisir, et puis content d'avoir pu passer ce moment avec vous. Merci pour vos retours, ok, bon format, bon horaire, parfait. Bon appétit pour ceux qui sont en train de manger. Prenez soin de vous, bonne semaine.
Et Olivier, est-ce que tu veux partager le petit mot de la fin? Non, il reste à remercier tous les participants, merci, et te remercier pour ta confiance. Et puis, j'espère qu'on va continuer. Et ben avec grand plaisir. Merci à toi, merci à vous tous. Bonne semaine et puis et à bientôt.